Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose de regarder aujourd'hui la publication des T3 de 2023-2024 sur Pernod Ricard. Et pendant que je fais les recommandations d'usage, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous le souhaitez. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Donc voici la publication de Pernod Ricard, sortie le 25 avril. Donc je suis un petit peu en retard avec ma vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir en lien de la description de la vidéo. Vous trouverez le lien pour aller voir le communiqué vous-même. Ok, donc ils nous disent performance solide du chiffre d'affaires sur 9 mois. Amélioration de la dynamique au T3. Donc on va voir que c'est un peu mitigé quand même, hein. Ils disent solide, mais bon, c'est pas terrible. Chiffre d'affaires du T3 stable en organique et moins 2% en facial. Chiffre d'affaires sur 9 mois, moins 2% en organique et moins 6% en facial. Donc c'est pas des super chiffres, hein. Cette performance solide reflète la force de notre portefeuille de spiritueux internationaux et premium large et diversifié, ainsi que de notre exposition géographique équilibrée entre marchés émergents et matures. Ces atouts modèrent en grande partie l'impact du ralentissement de nos activités en Chine en raison d'un contexte macroéconomique difficile, ainsi qu'aux États-Unis dans un contexte d'ajustement des stocks. Donc jusqu'à présent, on nous disait qu'il y avait toujours des stocks aux États-Unis et que du coup, il fallait attendre que ces stocks se réduisent pour pouvoir avoir de nouvelles commandes. Donc c'est toujours le cas a priori au T3. Le groupe enregistre une bonne performance, notamment sur les marchés clés que sont l'Inde et le Global Travel Retail, ainsi qu'au Japon, en Allemagne et en Turquie. L'amélioration de la dynamique au T3 est également notable, en particulier en Espagne, au Brésil et en Afrique du Sud. Donc chiffre d'affaires T3 2023-2024 de 2 milliards 347 millions, stable en organique et moins 2% en facial. Chiffre d'affaires sur 9 mois, donc 8 milliards 937 millions, donc c'est pas mal, en recul de moins 2% en organique et moins 6% en facial, avec un effet de devise négative, mais la moitié de cet effet de devise négative est compensé par un effet périmètre positif. Les volumes sont en croissance d'environ plus 1% au T3 après 4 trimestres consécutifs de baisse. Et sur 9 mois, les volumes sont en recul de moins 4%. Donc c'est vraiment pas des bons chiffres, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a un prix de l'action sur Pernod, on verra tout à l'heure sur le graphique, qui semble intéressant. L'effet prix mix s'établit à plus 2% sur 9 mois, avec un fort effet prix de plus 6% qui toutefois se modère partiellement, qui toutefois se modère, partiellement compensé par un mix marché négatif. Donc par région, en Amérique, ils ont fait moins 7% au T3 et sur 9 mois, ils sont toujours à moins 7% de chiffre d'affaires. Dans le détail, aux États-Unis, ils sont à moins 11% sur le T3 et moins 8% sur l'année, depuis les 9 premiers mois. Accélération des activations des marques, notamment Jameson et des marques récemment acquises. Chiffre d'affaires sur 9 mois en recul de moins 8%, avec des ventes des distributeurs qui sont en baisse de moins 7%, et des sorties consommateurs, donc directement vendues auprès du consommateur, à moins 3%, dans une dynamique du marché des spiritueux identique à celle du premier semestre, et la poursuite des ajustements de stock au T3. Ok, donc il y a toujours des gros stocks aux États-Unis, ce qui fait que les grossistes ne font pas de nouvelles commandes, quoi. Gain de part de marché pour Jameson Original sur ses concurrents directs, avec un investissement marketing record à l'occasion de la fête de la Saint-Patrick. Et bonne sortie au niveau des consommateurs directs pour Kahlua, Codigo et Jefferson. Au Canada, globalement c'est stable sur 9 mois et forte croissance au T3 de Jameson, Kahlua et Bumbu. Ok, connais pas Bumbu. Brésil, fort rebond au T3 avec une base de comparaison favorable et une demande en amélioration. Croissance de Ballantines, Absolute et Beefeater. Au Mexique, léger déclin sur 9 mois, notamment du fait d'une activité touristique moins soutenue impactant le on-trade. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Mexique, c'est un léger déclin sur 9 mois, surtout dû à la baisse d'activité touristique. En Europe, ils sont à moins 6% au T3 et moins 5% sur l'année, depuis les 9 premiers mois. Je vérifie, ouais, c'est bien ça. Donc une croissance particulièrement résiliente de plus 4%, dont plus 1% hors Russie. Après un premier semestre 2022-2023 en forte croissance, est principalement tiré par l'Allemagne et l'Europe de l'Est. En France,
Modeste déclin sur 9 mois avec un T3 en croissance, essentiellement grâce à la bonne performance de Ricard et Bumbu. Par contre, ils donnent pas les chiffres, hein. Donc généralement quand ils donnent pas les chiffres, c'est qu'ils sont pas non plus si fiers que ça de leur performance, hein. Espagne, globalement stable sur 9 mois. T3 en croissance solide, bénéficiant d'une base de comparaison favorable, après un premier semestre 2023-2024 impacté par une base de comparaison défavorable liée à la reprise du on-trade. Bonne croissance sur 9 mois de Ballantines, Jameson et Chivas Regal. En Allemagne, forte croissance à 2 chiffres sur 9 mois, très très bien, portée par Absolute, Jameson et Ballantines, avec une base de comparaison plus favorable au T3. Royaume-Uni, performance en léger déclin sur 9 mois, bonne croissance de Jameson, Kahlua et Malibu. En Pologne, forte croissance sur 9 mois, en particulier grâce à Ballantines et Jameson. Pour Asie et reste du monde, donc plus 8% au T3 et plus 12%, plus 2% pardon, sur les 9 premiers mois. Performance dynamique et qui s'accélère en Asie, hors Chine et en Afrique. Donc en Inde, ils étaient particulièrement fiers tout à l'heure de leur progression en Inde. Donc plus 8% au T3 et plus 5% sur les 9 premiers mois de l'année. Performance forte, diversifiée et en accélération. Forte demande des consommateurs pour les spiritueux. Chiffre d'affaires en accélération avec une progression continue des tendances de premiumisation. Forte croissance sur 9 mois des marques stratégiques internationales avec Jameson, Absolute et The Glenlivet. Forte croissance des marques de whisky indien, en particulier Royal Stag et Blender's Pride. En Chine, donc là où ça va mal, ils sont à moins 12% au T3 et moins 9% depuis les 9 premiers mois de l'année, dans un contexte macroéconomique difficile. Donc pour la Chine, un chiffre d'affaires en recul du fait d'une demande de consommateurs modérée, conduisant à une performance faible pour le nouvel an chinois. Performance solide de Martell n'oblige. Forte croissance des marques premium internationales, dont Jameson, Absolute, Olmeca et Beefeater. Au Japon, une croissance à 2 chiffres sur 9 mois, portée par Perrier Jouet, Chivas Regal, The Glenlivet et Martell, bénéficiant d'un effet de phasage favorable au T3. En Corée du Sud, en déclin sur 9 mois, meilleure performance au T3 portée par Jameson et Ballantines. Autre Asie, forte croissance sur 9 mois du marché taïwanais. Pour l'Afrique et Moyen-Orient, forte croissance à 2 chiffres sur 9 mois et au T3, en particulier grâce à la Turquie dont les performances de Chivas Regal, Ballantines et Olmeca sont exceptionnelles. En Afrique du Sud, avec Jameson et les RTDS, et au Nigeria qui confirme une très forte croissance avec Martell et Jameson. Ok. Global Travel Retail. Donc c'est ce qui est vendu en duty free dans les aéroports notamment. Donc plus 38% au troisième trimestre, super, et plus 9% depuis les 9 premiers mois de l'année, très bien. Amélioration de la demande consommateur, amplifiée par un effet de phasage et une base de comparaison favorable au T3. Bonne croissance de l'ensemble du portefeuille, notamment de Jameson, Martell et des marques de Scotch. Poursuite de la reprise graduelle des voyageurs chinois. Effet de phasage favorable au T3, en particulier Travel Retail Asie. Par catégorie, les marques stratégiques internationales, donc plus 1% au T3 et moins 3% sur les 9 premiers mois de l'année. Les ajustements des stocks aux États-Unis ainsi qu'une performance ralentie en Chine pèsent sur la performance sur 9 mois des marques stratégiques internationales. Parmi les principaux points forts se détachent Martell au Nigeria, Jameson en Inde et en Allemagne et en Corée du Sud. Absolute en Allemagne, en Chine, en Inde et en Turquie, Chivas Regal en Turquie, au Japon et en Europe occidentale, Ballantines en Turquie, en Allemagne et en Pologne, The Glenlivet en Inde, à Taïwan et au Japon, et Royal Salute sur les marchés thaïlandais. Les marques stratégiques locales, donc plus 5% au T3 et plus 4% sur les 9 premiers mois de l'année, très bien. Bonne dynamique des whiskies indiens, de Kahlua aux États-Unis et au Royaume-Uni, et d'Olmeca à travers le monde. Les marques Speciality, moins 7% au T3 et moins 6% sur les 9 premiers mois de l'année. Donc pas terrible, hein. Impacté par l'ajustement des stocks aux États-Unis, bonne performance de Bumbu, du scotch Deacon lancé récemment et de la tequila Altos.
Altos, hein, avec un L. Vin stratégique, moins 9% au T3 et moins 10% sur les 9 premiers mois de l'année. Donc ça, c'est catastrophique, en raison surtout d'un recul aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors, les perspectives. Suite à la très bonne performance de l'exercice 2022-2023 et aux résultats solides des 9 premiers mois 2023-2024, donc solide, tout est relatif, hein. Pernod Ricard reste confiant dans son ambition moyen terme qui vise une croissance du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre plus 4% et plus 7% et une expansion de la marge opérationnelle courante de plus 50 à plus 60 points de base. Ok, donc il faut que le T4 se passe vraiment très très bien pour rêver à ces chiffres, hein. Dans un environnement complexe, Pernod Ricard anticipe pour l'exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires dynamique pour le quatrième trimestre, en amélioration par rapport aux 9 premiers mois, et sur l'ensemble de l'exercice, un chiffre d'affaires en organique globalement stable par rapport à l'exercice précédent. Une priorisation forte des initiatives de Revenue Growth Management et d'efficacité opérationnelle. Un ratio de frais publics promotionnels sur chiffre d'affaires d'environ 16% et une discipline très stricte sur les frais de structure. Une croissance interne de la marge opérationnelle courante avec un résultat opérationnel courant en croissance interne de 1%. Un effet de change défavorable partiellement compensé par l'effet périmètre. Des niveaux d'investissement en stock stratégique similaires à l'exercice précédent et des investissements significatifs en CAPEX d'environ 800 millions d'euros, donc qui vont peser sur le bénéfice par action fait cette année. Un free cash flow qui reflète le déclin du résultat opérationnel courant en facial et l'augmentation des investissements stratégiques. Rachat d'actions pour environ 300 millions d'euros pour l'année 2023-2024, avec une première tranche de 150 millions d'euros déjà exécutée au premier semestre. Et pour le dividende, un acompte sur dividende de 2,35 € par action sera détaché le 17 juillet 2024 et mis en paiement le 19 juillet 2024. Le montant du dividende final sera soumis au vote des actionnaires, réunis en assemblée générale le 8 novembre 2024. Ok, donc c'est tout. On va se faire un petit tour sur Zone Bourse pour voir quelle est cette entreprise, est-ce qu'elle a des bons ratios. Hop, je n'ai pas préparé. Alors, est-ce que ça vaut le coup de la regarder? C'est dans ma liste A, normalement oui, c'est bien le cas. On a un peur de 17 aujourd'hui sur Pernod Ricard, sur les bénéfices estimés pour 2024. Une dette qui paraît un peu élevée, on vérifiera le ratio dette sur EBITDA, et un rendement à 3,08%, donc au-dessus du livret A, et attendu en croissance dans les années à venir, comme c'est le cas depuis pratiquement toujours sur Pernod Ricard. Donc bien plus intéressant que le livret A. Ok, on a combien d'étoiles investissement zone bourse sur 5? On a seulement une étoile et demie investissement zone bourse sur 5. Waouh! Ok, rentrons dans les détails du coup. Les ROE. Donc la rentabilité de l'entreprise sur les capitaux propres. Nous, sur la chaîne, on veut un ROE supérieur à 15% pour viser le top du top des entreprises. Avant et pendant le Covid, on était à 9,6%, donc en dessous de mes critères, pas terrible. À la sortie du Covid, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup bu, a priori, pendant le Covid. Et il y a aussi les restaurants et les boîtes de nuit qui ont pu reprendre après en 2021-2022. Donc ça a amélioré le ROE. On est passé à 11,2% de ROE en 2021, 13% en 2022. Et l'année dernière, quand ils ont publié, on était pratiquement au 15% et c'est à 14,8%. Les analyses professionnelles, par contre, voient une baisse de rentabilité sur capitaux propres pour les années à venir, pour être aux environs des 13%. Donc on n'est pas aux 15% visé sur la chaîne, mais on n'est pas très très loin. Dans le même genre, on a aussi le ROA, c'est la rentabilité par rapport aux actifs totaux de Pernod Ricard. Sur la chaîne, on vise 5%. Donc en 2019 et en 2020, on était en dessous des 5%, à 4,8 et 4,6%. Depuis 2021, on est bien au-dessus des 5% de ROA comme visé sur la chaîne, donc très très bien. On a même publié en 2023 6,35% de ROA. Et les analyses professionnelles estiment que pour les années à venir, ce ROA sera bien toujours au-dessus des 5%, aux environs des 5,5%, peut-être même 6% en 2026.
Donc ça compense un petit peu la faiblesse du ROE. Les rentabilités est quand même pas mal sur Pernod Ricard. C'est pas le top du top, mais c'est quand même pas mal du tout. On a par contre un ratio dette sur EBITDA qui est un peu trop élevé à mon goût. Ces temps-ci, avec les taux élevés, moi je préfère avoir un ratio dette sur EBITDA qui dépasse pas les 2, mais là ils sont pratiquement à 3. Donc beaucoup d'investisseurs pensent qu'en dessous de 3 c'est quand même largement gérable. Il y a même une partie qui pense qu'en dessous de 5 c'est largement gérable. Voilà, après ça dépend des entreprises. Là on va voir qu'il y a des belles marges nettes et un beau free cash flow, donc je suis d'accord. Le ratio de dette sur EBITDA, même s'il est au-dessus des 2 que je vise sur la chaîne, il paraît quand même largement gérable pour cette entreprise Pernod Ricard. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau croissance chiffre d'affaires et tout ça? Donc il a attendu une décroissance du chiffre d'affaires en 2024, donc il nous reste encore un trimestre, on va voir s'ils font mieux que prévu ou pas. On a des marges d'exploitation aux alentours de 26-27%. Donc comme historiquement, donc très très bien, et des marges nettes surtout magnifiques aux alentours de 18%. Pour les sociétés européennes, quand le marge net dépasse les 10%, on dit souvent qu'elle a un avantage concurrentiel. Donc là, on est à 18% de marge nette sur Pernod Ricard au vu de la dernière publication et au vu de l'historique des publications, en tout cas 2022, c'était déjà également le cas. Ok. On a une belle croissance du bénéfice net par action historiquement, mais à partir de cette année, en 2024, on a attendu une baisse du bénéfice net par action. Donc on a vu une baisse du chiffre d'affaires et en plus l'entreprise nous a dit faire des capex, des investissements assez lourds, hein, donc ce qui pèse sur le bénéfice net par action. En 2025, il n'est pas attendu un retour au bénéfice net par action fait en 2023. Donc une croissance par rapport à 2024, mais on restera toujours en dessous du bénéfice net par action fait en 2023. Ok, après on attend aussi une belle explosion du bénéfice net par action à partir de 2026. Donc certainement à la fin des lourds investissements faits par Pernod Ricard. Pour ce qui est du dividende, il a l'air solide. Il représente environ 50% du bénéfice net par action, un peu plus de 50% du bénéfice net par action fait en 2023, et il a attendu en légère baisse en 2024. Toujours avec un effet, avec un ratio, un payout ratio d'environ 55% du bénéfice net par action. Ok. Donc un dividende qui paraît quand même solide, une entreprise solide avec des belles marges, une marge de free cash flow au-dessus des 10%, donc ça très bien, c'est ce qu'on vise sur la chaîne. Ok. Donc une entreprise solide avec des belles marges quand même. C'est pas le top du top, mais pour ce qui est des spiritueux, en tout cas accessible au PEA, il me semble que c'est très très bien. Alors maintenant, les ratios de valorisation. Aujourd'hui, on se paye 2,2 fois le price to book. Historiquement, on s'est jamais payé aussi peu cher. Aujourd'hui, on se paye 13 fois l'EBITDA. On dit que pour une société qui a de belles qualités, donc c'est quand même le cas pour Pernod Ricard, en dessous de 10, c'est une opportunité. Donc on n'est pas en dessous de 10, mais on n'est pas très très loin non plus. Et historiquement, on s'est jamais payé aussi peu cher, d'après le ratio valeur entreprise sur EBITDA sur Pernod Ricard. En tout cas depuis les 5 dernières années. Et valeur entreprise sur chiffre d'affaires, on se paye environ 4 fois le chiffre d'affaires. Et là aussi, historiquement, dans les 5 dernières années, on s'est jamais payé aussi peu cher. Ok, donc on va finir avec le PER. Aujourd'hui, on se paye 17,3 fois le PER, donc les bénéfices estimés pour 2024. Et historiquement, on s'est jamais payé aussi peu cher. Donc tous les ratios de valorisation nous disent qu'aujourd'hui, on s'est jamais payé qu'on s'est jamais payé aussi peu cher que maintenant. Ok, on se retrouve sur le graphique du coup. Alors j'ai vérifié mes chiffres avant de faire la vidéo, ils sont toujours corrects. Donc je vise un PER juste comme étant un PER de 20 sur Pernod Ricard. Aujourd'hui on a vu qu'on était à 17 de PER et que dans les 5 dernières années on s'est jamais payé aussi peu cher. On s'est payé par exemple 30 fois les bénéfices pratiquement en 2019 avant le Covid. Et après le Covid, on s'est payé 37,5 fois les bénéfices en 2021 et 22,8 fois les bénéfices en 2022. Donc aujourd'hui, on se paye 17,3 fois les bénéfices. On ne s'est jamais payé aussi peu cher. Et moi, je prends un PER juste comme étant quand même beaucoup moins élevé que les PER historiques des 5 dernières années. Ok. Mais au vu de ce qu'on a vu sur
la rentabilité, tout ça, rentabilité et la croissance du chiffre d'affaires, ça me paraît plutôt juste de viser un PER de 20 pour les prochaines années, étant donné qu'il est attendu une décroissance. Et même s'il y a une petite croissance entre 2024 et 2025, on n'atteindra pas les bénéfices faits en 2023. Ok. Donc au niveau du graphique long terme, ça donne ça. On est pratiquement sur un support oblique de long terme qui commence en mars 2009 et qui passe par les plus bas du Covid. Donc là, on est pratiquement dessus. On est pratiquement sur le support oblique de long terme qui passe aujourd'hui sur les 140 euros. 140,30 € pour être précis. Ok. Donc on l'a un peu maltraité ce support oblique les 16 et 17 avril dernier, mais on s'est bien repris. Par contre, à court terme, on est sous résistance oblique baissière. À moyen, long terme, on est quand même... Non, excusez-moi, je remets mon petit truc. On est quand même sous résistance oblique baissière. Mais les prix, on ne s'est jamais payé aussi peu cher au niveau de tous les ratios de valorisation. On est sur un support oblique de long terme. À la sortie des chiffres, sortie le 25 du coup, on s'attendait potentiellement à une explosion du cours de bourse à la sortie des chiffres, pensant que ça rassurait les investisseurs. Bon, on a vu, c'est pas terrible, hein. Ils ont beau utiliser des mots disant qu'ils sont très fiers, il y a une croissance solide, tout ça. Quand on regarde les chiffres en détail, bah non, hein, il y a beaucoup de moins, il y a beaucoup de négatifs. Quand il y a une croissance, c'est pas une forte croissance. Sauf dans les marchés émergents, là où ils n'ont pas encore beaucoup de chiffre d'affaires. Donc ça compense pas les grosses baisses qu'on peut voir en Chine et en Amérique notamment. Ok, donc d'où la décroissance du bénéfice net par action attendu cette année, plus les investissements. Tout ça fait que aujourd'hui, on est à un prix qui semble quand même pas cher sur Pernod Ricard pour l'investisseur de long terme qui souhaite positionné sur du long terme, mais graphiquement, graphiquement c'est ultra moche. Graphiquement, c'est ultra moche. Faudrait pas casser les plus bas récents, là, fait le 17, 16 et 17 avril. Sur les 139,70, 139,25. Bon, faut pas casser les 139 euros à très court terme si on veut pas avoir une accélération baissière plus importante. Ça voudrait dire casser le support oblique à la sortie des chiffres. Euh, voilà. Et lors du Covid, au plus bas du Covid, on s'est quand même payé, je crois que c'était 114 euros, quelque chose comme ça. Ouais, 117 euros au plus bas sur Pernod Ricard. On est vraiment pas loin de ces prix. Donc on se paye vraiment pas cher. La dynamique n'est pas bonne, la publication est pas terrible du tout, mais on est à 16% des prix d'un crack. Donc le prix d'aujourd'hui paraît quand même relativement intéressant pour un début de ligne. Moi sur la chaîne j'ai longtemps dit en dessous de 160 pour un début de ligne ça paraît intéressant. Et je dis toujours début de ligne parce que pour moi il faut finir sa ligne en temps de crack. En tout cas quand on commence une ligne on ne sait jamais si on va pas pouvoir, enfin si on va pas devoir renforcer un peu plus bas. Donc on rentre jamais tout en une fois. Ok. Bon, je pense avoir dit tout ce que je vais à dire. Prochain support, si ça craque sur les 139 du coup. Prochain support, les 135, 133, 135. Et ensuite les 125 pour moi. 125, 126. Ok, donc à voir. En tout cas, à un prix qui semble intéressant aujourd'hui pour l'investisseur de long terme qui souhaiterait se positionner pour du long terme. Diversification de portefeuille. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si vous a convenu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous rappelle que ça fait très plaisir et que c'est gratuit. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!